Vous retrouvez pour ce nouveau webinaire organisé par EuroApp Mobility. Comme vous le savez, nous organisons désormais un webinaire par mois pour créer le débat autour de la mobilité des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Aujourd'hui, notre ambition, c'est que vous puissiez tout savoir sur l'Erasmus des apprentis, la création, le fonctionnement, la mise en place, les améliorations. Nous allons vous dévoiler un peu les coulisses de la mobilité européenne et vous donner quelques informations si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l'aventure. Et pour répondre à toutes ces questions, je suis entourée par 5 intervenants. Et pour commencer, je vous propose de faire un premier tour de table. Commençons par vous, Elena Sucurel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fonction ? Écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir organisé ce webinaire. Je suis députée européenne, députée française au Parlement européen. Et quand on est député européen, on a une appartenance politique. Donc mon groupe, c'est Renew Europe, qui est un groupe qui est connu pour être très pro-européen. Et on a aussi des spécialités. Donc ma spécialité, c'est de m'engager en particulier sur l'éducation. Et la mobilité des apprentis, c'est vraiment l'un de mes chevaux de bataille. Je voudrais qu'on aille beaucoup plus loin et je suis absolument enchantée d'en parler avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Ilana. Sébastien Thierry, bonjour. Bonjour. Alors, pour ma part, donc, je suis directeur adjoint de l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Donc, Erasmus+, c'est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, qui est mis en œuvre par la Commission européenne. Le France, c'est que la Commission s'appuie pour la mise en œuvre de ce programme sur des agences nationales dans chacun des pays participants. Il y a 33 pays qui participent au programme Erasmus+. Et éducation formation, c'est parce que pour la France, il y a 2 agences qui mettent en œuvre ce programme, nous-mêmes, sur le volet qui concerne l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnelle, l'enseignement scolaire et l'éducation des adultes, et puis nos collègues de jeunesse et sport pour les 2 autres volets du programme qui sont jeunesse et sport. Merci Sébastien Thierry. Bonjour Jérôme Cotigny. Bonjour Alice, bonjour à tous. Je suis Jérôme Cotigny, je suis pilote régional chargé de la mobilité européenne et internationale. Pour Bâtiment CFA Normandie, c'est une association régionale qui regroupe les 7 centres de formation du bâtiment de Normandie. Et également, j'accompagne les directeurs adjoints pour coordonner au niveau régional les services d'accompagnement socio-éducatif. Merci Jérôme. Bonjour Nathan Lusso. Bonjour, ravi également d'être à ce webinaire. Donc, je suis Nathan Lusso, représentant national de l'association Erasmus Student Network France, association nationale du réseau européen Erasmus Student Network. Et on a pour but, que ce soit au niveau français, mais aussi globalement au niveau européen, d'accueillir, favoriser l'accueil et l'intégration des étudiants internationaux et des internationaux globalement dans leur pays d'accueil, mais aussi sensibiliser à la mobilité internationale sous toutes ses formes et pour tous les publics. Merci Nathan. Et enfin, Paola Bolognini. Bonjour à toutes et tous, je suis Paola Bolognini, je suis la déléguée générale d'EuroApp Mobility. EuroApp Mobility, c'est une association qui a été créée avec le but d'élever les freins à la mobilité longue des apprentis. Comme disait Alice tout à l'heure, désormais depuis quelques mois, vous allez nous rencontrer une fois par mois pour créer les débats autour de la mobilité européenne. On est allé voir les bénéfices pour les entreprises, les bénéfices pour les apprentis, les bénéfices pour les organismes de formation. Et aujourd'hui, il nous semblait très intéressant présenter un peu plus dans les détails les programmes Erasmus+, et surtout, si vous voulez, ouvrir un peu la boîte noire des arcanes, quelque part, des faits de programmation. Et c'est pour ça qu'on a eu le plaisir d'avoir Ilana avec nous. On a voulu aussi aller voir comment ces orientations européennes se traduisent au niveau national, et merci à Sébastien Thierry. Et encore, on a voulu aller à la rencontre des acteurs de terrain, à la fois les centres de formation qui sont représentés par Jérôme Cotigny, mais également les jeunes qui à la fois sont des bénéficiaires, mais ils sont aussi des véritables ambassadeurs de la mobilité en général, et on espère bientôt de la mobilité européenne des apprentis. Merci Paola pour cette introduction. Chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra y répondre à la fin du live, surtout n'hésitez pas. Commençons donc par la première partie de la construction du programme Erasmus, comment tout ça est mis en place, comment ça se construit finalement. Et il est vrai qu'on fait souvent le constat un peu triste que les citoyens européens se sentent un peu éloignés de ce qui se passe à Bruxelles, qu'ils ont l'impression que ça ne les concerne pas véritablement. Mais finalement, le programme Erasmus, c'est un très bel exemple. Oui, l'Europe fait partie de notre quotidien, et ce qui se décide à Bruxelles fait aussi partie de notre quotidien.
Ileana Cicurel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes membre du Parlement européen et vous êtes très engagée dans l'Erasmus des apprentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière pédagogique et en quelques mots comment tout ça se décide? Alors oui, moi je suis députée européenne depuis peu, hein, et en fait mon objectif, puisque je fais de la politique, on a beaucoup dit que c'est la société civile maintenant qui s'engage pour la politique. Moi je fais partie vraiment des députés qui sont arrivés en Europe pour que l'Europe apparaisse comme justement quelque chose de proche, d'accessible, et je suis très, très heureuse aujourd'hui d'être avec vous pour partager ça. Alors Erasmus, vous savez ce que c'est, hein, c'est cette mobilité pour les apprenants, pour les jeunes, et c'est une des grandes réussites de l'Europe, c'est une évidence. Ça existe depuis 1987 et à l'heure d'aujourd'hui, il y a 10 millions de jeunes Européens qui ont pu bénéficier de cette mobilité. Et je crois qu'on peut dire qu'il y a à peu près 100% de satisfaits, hein. C'est un symbole de l'Europe et je crois que tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure-là sont toujours sortis heureux, renforcés. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de développer considérablement Erasmus. On avait, nous, parlementaires européens, l'ambition de multiplier par 3 Erasmus, parce qu'on se dit que ce qui marche, eh bien, il faut capitaliser dessus. Et on a obtenu presque un doublement. Alors évidemment, on aurait préféré que ce soit un triplement, mais on est quand même déjà très content. Et il faut savoir, juste 2 mots de pédagogie, que l'Union européenne, en fait, c'est 3 entités. Vous avez le Conseil, c'est-à-dire tous ceux qui sont les chefs de gouvernement et les chefs d'État, c'est la puissance politique. Pour la France, c'est Emmanuel Macron, par exemple, Angela Merkel pour l'Allemagne. Et les 27 pays sont représentés. Donc ça, c'est ceux qui vont prendre la décision, l'orientation. Après, vous avez la Commission, c'est un peu comme une administration qui va mettre en exécution les décisions. Et vous avez un 3e organe très important, c'est le Parlement. Et le Parlement va aussi avoir un rôle extrêmement important. Et donc, quand on a décidé ce renforcement d'Erasmus, eh bien, il y a eu un trilogue, c'est-à-dire qu'il y a eu de longues négociations entre nous. Et au terme de ce trilogue, ce dialogue à 3, si vous voulez, on est arrivé à un résultat dont on est quand même assez content. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que très souvent, Erasmus est quand même beaucoup attaché dans nos esprits et malheureusement aussi dans les faits aux études universitaires et moins à la voie professionnelle. Or, on se rend compte que les apprentis ou les lycéens professionnels qui profitent de cette mobilité, eh bien, ils sortent absolument transformés. Et moi, l'un de mes grands plaisirs comme parlementaire, et j'espère que je pourrai venir dans vos établissements les uns et les autres, eh bien, c'est de venir rencontrer les jeunes avant leur départ et après, quand ils reviennent. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment, ils rentrent totalement transformés de cette épreuve. Et si je devais résumer, je dirais que la force d'Erasmus, notamment pour les jeunes apprentis, eh bien, c'est d'abord évidemment une qualification professionnelle. C'est-à-dire que vous partez et vous allez apprendre comment, dans un autre pays, eh bien, on s'y prend pour développer ses compétences professionnelles. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, et qui est à mon avis encore beaucoup plus important, c'est qu'on a toujours un peu peur de partir. C'est qu'on sort de sa zone de confort, on a de l'angoisse, mais il faut y aller. Et quand on se fait confiance, vous allez vous-même développer votre capacité d'adaptation. Vous allez arriver dans un univers, effectivement, où vous ne connaissez pas la langue, les coutumes, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça se passe bien. Vous allez vous faire confiance. Or, aujourd'hui, on le sait, les métiers changent. Vous allez être amené à faire plusieurs métiers dans votre vie, on le sait. Et la force professionnelle aujourd'hui, c'est la force de s'adapter à un système. Donc, quand vous allez demain aller voir un employeur qui va voir dans votre CV que vous avez fait une mobilité, il va savoir que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de l'aventure, qui n'a pas peur de l'inconnu, qui sait s'adapter, qui sait se faire confiance. Et ça va faire un plus sur votre CV que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'irai encore plus loin en disant qu'au-delà même de ce plus sur le plan de votre employabilité, sur le marché du travail, eh bien, vous allez vous faire confiance à vous-même. Et moi, je voulais vraiment partager avec vous, par exemple, un jeune homme que j'avais rencontré. C'est l'une des dernières mobilités que j'ai vues récemment, parce qu'avec malheureusement la pandémie, on a dû renoncer à beaucoup de mobilité, mais ça va bientôt reprendre. Et c'est pour ça qu'on est là, pour vous encourager à saisir cette chance. Je me rappelle d'un jeune homme, il devait partir, il était en électronique, il devait partir pendant 4 semaines en Roumanie. Finalement, il n'est parti que 2 semaines. Ça peut paraître rien du tout. Qu'est-ce qui se passe
quand vous êtes à Paris ou à Lyon ou à Marseille et que vous avez 2 semaines de votre vie. Bon, c'est 2 semaines comme les autres. C'est 2 semaines qu'il a passées en Roumanie. Il est revenu avec des étincelles dans les yeux et j'ai vraiment eu le sentiment qu'on lui avait fait confiance. C'est très important parce que nous, on est là, on se bat pour avoir ce financement pour que vous puissiez partir parce qu'on croit en vous. On croit que chacune et chacun d'entre vous a ce potentiel qui peut se développer dans cette mobilité. Et vous, en vous faisant confiance, en saisissant cette opportunité, eh bien, vous allez vous rendre compte que malgré ce que vous pouviez ce que vous pouviez redouter, eh bien, vous êtes tout à fait capable de faire face. Vous êtes tout à fait capable de vous adapter, que vous allez rentrer renforcé. Et cet état d'esprit qui est un peu, je dirais, cet esprit de conquête, eh bien, vous allez le garder tout au long de votre vie. Donc, moi, c'est pour ça que j'y suis extrêmement attachée. Et pour terminer cette première intervention, je dirais que ce qui est très important pour moi, et là peut-être que Monsieur Thierry, que je suis très, très contente de retrouver dans ce cadre convivial, parce qu'on travaille ensemble évidemment, eh bien c'est comment est-ce qu'on fait pour que justement Erasmus touche les jeunes qui sont en voie professionnelle, qui touche les familles qui ne peuvent pas financer ce voyage. C'est-à-dire que Erasmus, quelque part, moi c'est en tout cas mon souhait, et je pense que l'agence Erasmus est dans le même état d'esprit, c'est que si on veut toucher plus de jeunes, si on veut que tous les jeunes de France aient cette opportunité, il faut que l'on puisse structurer les budgets de telle sorte que vous, quand vous partez, ça ne coûte pas à vos familles et ça ne vous coûte pas à vous, parce que c'est déjà beaucoup de se financer des études et on ne peut pas en plus se financer une mobilité. Donc c'est notre responsabilité de trouver un moyen de structurer ces échanges de sorte que tout le monde puisse partir et que quelque part ce ne soit pas à la charge des familles. Pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc on va toucher plus de jeunes, mais je voudrais qu'on élargisse en fait la cible et que chacune et chacun ait cette chance de la mobilité dans laquelle je crois profondément. Merci Ilana Sicurel, merci pour votre enthousiasme et pour votre engagement. Et je note également que vous êtes membre fondatrice aussi de EM EU, donc vous êtes véritablement engagée auprès de nous et on en est ravis. Sébastien Thierry, peut-être une réaction au propos d'Ilana. C'est vrai qu'elle a rappelé qu'il y avait une grande augmentation, le budget et les crédits Erasmus ont été revalorisés à hauteur de 2,2 milliards d'euros. Ça paraît énorme, mais finalement, concrètement, dans le programme 2021-2027, comment tout ça va se traduire? Alors, merci à Ilana Sicurel pour ses propos. J'endosse absolument parce qu'on a, et heureusement en tant qu'agence nationale Erasmus+, les mêmes constats et les mêmes convictions par rapport aux perspectives comme au bilan de ce programme. Moi, je voulais peut-être rappeler auparavant que l'Erasmus des apprentis, pour le dire comme ça, ou des alternants d'ailleurs plus précisément, parce que pour nous, il y a à la fois les apprentis et les jeunes en contrat de professionnalisation, et également les jeunes qui sont en formation professionnelle initiale, y compris voie scolaire. Donc, c'est quand même des publics qui sont très larges. Cet Erasmus-là, il existe aussi depuis 35 ans. Simplement, il est moins connu. Effectivement, on connaît beaucoup l'étudiant Erasmus à Barcelone, on connaît beaucoup moins les autres, mais en fait, ils sont bien présents et c'est une mobilité qui se développe et qui se structure de manière continue depuis 35 ans. Je vais vous donner juste ces 2 chiffres, puisqu'on mène des études au niveau de l'agence pour mieux repérer ces publics-là. En 2016-2017, donc sur l'année 2016-2017, on a financé 5300 alternants en mobilité du CAP à l'école d'ingénieur. Beaucoup plus d'ailleurs en CAP et Bac Pro que dans les niveaux supérieurs. En 2018-2019, on en a financé presque 7000. En 2 ans, ça fait une augmentation de 30%. C'est vous dire un peu le dynamisme en fait sur cette mobilité qui ne cesse de croître. Donc ça, c'est extrêmement encourageant. Qu'est-ce que permet ce programme vis-à-vis des alternants? C'est financer de la mobilité qui est, alors pour beaucoup en fait, une mobilité sous la forme de stage, mais qui peut aussi être une mobilité qui combine un parcours d'études avec des stages. Et là, on retrouve la forme de l'alternance. Ça, c'est tout à fait possible avec Erasmus. C'est sans doute beaucoup moins pratiqué pour des raisons sur lesquelles on va revenir juste après, qui sont comment est-ce qu'on parvient à inscrire ça dans un parcours, mais c'est une possibilité. Dans la réalité, on constate que les jeunes de CAP et Bac Pro partent en moyenne entre 3 et 4 semaines. On en a quand même quelques-uns, c'est à peu près 5% des effectifs qui partent sur des durées plus longues, de l'ordre de 3 mois, 4 mois.
Donc là, avec un vrai travail des équipes pédagogiques pour inscrire cette mobilité dans un parcours de formation. Au niveau de l'enseignement supérieur, là, on est clairement sur des durées qui sont beaucoup plus longues, puisque c'est au minimum 2 mois et ça peut monter à 5 ou 6 mois. Peut-être un mot aussi sur les financements pour ce programme. Ça a été évoqué effectivement dans l'intervention d'Ilana Sicurel. Le programme finance pour une mobilité d'un jeune de CAP ou de Bac Pro 1 500 € à peu près de bourse pour une mobilité d'1 mois et demi au Danemark. Si on part en Pologne, pour une mobilité de 1 mois et demi, on sera plutôt autour de 1 100 €, puisque le programme tient compte en fait des niveaux de vie des pays de destination. Donc il y a un financement qui n'est pas complètement négligeable, je pense qu'il permet quand même d'assurer la subsistance sur place. C'est vrai que dans le cas des apprentis qui, eux, perçoivent une rémunération par ailleurs, il peut y avoir des gaps à combler. Le nouveau programme, en fait, donc ça a été rappelé, a été l'objet d'un soutien extrêmement fort au niveau politique, au niveau des parlementaires européens en particulier, qui ont vraiment tenu à suivre la Commission européenne dans ses propositions de doublement et de triplement du budget. Et ça a marché. Au final, on a un programme dont le budget double. Il faut quand même avoir comme point de comparaison la création d'Erasmus+ en 2014. À l'époque, on était déjà très content parce qu'il y avait eu une augmentation du budget de 40%. Là, on parle de quasiment 100% du budget. C'est vous dire un peu le soutien politique qui a été croissant et qui est aujourd'hui massif en faveur de ce programme phare pour l'Union. Et ce doublement du budget devrait permettre d'accompagner finalement les dynamiques de croissance de la mobilité des jeunes, dont celle des apprentis. Et ça va s'appuyer notamment sur des possibilités d'accès au programme élargi, que ce soit pour les établissements qui souhaitent se lancer dans la mobilité, dans la coopération européenne pour la première fois. Donc, il y a des dispositifs qui sont faits pour eux, qui sont faits pour un accès facilité au programme, ou que ce soit pour les structures, les réseaux qui sont déjà bien établis et qui souhaitent développer la mobilité pour leurs CFA, pour leurs apprentis. Nouveauté également, c'est l'ouverture internationale pour les jeunes de la voie professionnelle. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'auparavant, les destinations donc, étaient limitées aux 33 pays partenaires du programme, dont les 28 et désormais 27 de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du monde qui est ouvert. Donc ça offre vraiment une ouverture, et y compris ça accompagne bien entendu l'ouverture d'esprit. Je souhaite souligner justement que l'une des grandes priorités transversales de ce programme pour la période 2021-2027, c'est ce qu'on appelle l'inclusion dans notre jargon, c'est-à-dire la capacité à faire participer tous les publics, quelle que soit leur origine, quel que soit leur territoire, quelle que soit leur formation, et donc de prendre en compte les publics les plus fragiles. Il y a des compléments financiers qui sont faits pour ça et qui permettent d'accompagner aussi bien les bénéficiaires eux-mêmes que les structures. Parce que je terminerai peut-être là-dessus, on a encore des enjeux pour réussir ce déploiement de la mobilité à l'échelle de l'ensemble des publics et notamment des plus fragiles. Parmi ceux-là, ça a été souligné par Ilana Sicurel, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Et on se rend compte que ça concerne les jeunes, mais au-delà des jeunes, ça concerne surtout leur entourage, leur famille, leurs amis, qui peuvent ne pas être dans le soutien et qui peuvent au contraire essayer de les en dissuader. Donc il y a vraiment un travail de préparation qui est à mener, et ce travail, les structures doivent pouvoir avoir les moyens de le mener. Donc on va renforcer cet accompagnement financier pour les structures par rapport à ça. On peut peut-être souligner un deuxième enjeu, mais on y reviendra, je pense, sur la reconnaissance de la mobilité dans les parcours, la capacité à inscrire la mobilité et la capacité peut-être à concevoir, ne serait-ce que justement des parcours progressifs de mobilité. Pour dépasser sa zone de confort, peut-être faut-il commencer par une mobilité assez courte. Et c'est ça qui permettra ensuite de déclencher une envie de mobilité plus longue, et notamment dans des études supérieures, puisque d'ailleurs on se rend compte dans les effets de la mobilité positive que ceux qui partent en mobilité ont davantage tendance à poursuivre dans le supérieur.
Et puis peut-être un dernier enjeu, et ça c'est plus au niveau des structures, se lancer dans la mobilité des apprentis, c'est être en mesure d'avoir des partenaires en Europe, d'avoir un réseau de centres de formation partenaires, avec toutes les difficultés aussi que l'apprentissage prend des formes très différentes d'un pays d'Europe à l'autre. Il y a des solutions par rapport à ça. Le nouveau programme propose des accréditations, c'est-à-dire quand même un dispositif dans lequel les établissements peuvent s'inscrire, notamment au niveau des consortiums accrédités. Et puis, il y a un outil que je voudrais promouvoir très nettement qui s'appelle eTwinning et qui permet finalement de mettre un premier pas dans la coopération européenne avec une plateforme de coopération virtuelle. C'est très bien fait, c'est ouvert aux établissements et au CFA pour la formation professionnelle, donc c'est vraiment un outil à découvrir. Et n'hésitez pas à venir vers nous, les membres de CFA, les équipes, etc. Si vous avez besoin d'avoir toutes ces informations, nous on peut servir de relais par rapport à ce que dit Sébastien Thierry avec tous les outils qui existent. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Paola Bolognini, justement, peut-être une petite réaction aux différentes interventions d'Ilana et Sébastien. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, c'est quand même toujours très intéressant d'entendre cet engagement politique fort qui nous a permis d'avoir les programmes Erasmus+, tels qu'on les connaît aujourd'hui, d'une part, et d'autre part aussi le fait qu'il y a une véritable, à mes yeux, volonté de simplifier l'accès au financement et au projet Erasmus+, via justement ce qu'évoquait Sébastien Thierry tout à l'heure, c'est-à-dire l'accréditation. Et je crois que du coup, dans ces cas-là, c'est vraiment très, très important de continuer comme nous le faisons collectivement, je pense, à soutenir aussi tout ce qui est professionnalisation des équipes des CFA, des organismes de formation, qui sont là pour mener à bien la mobilité et qui sont vraiment des chevilles ouvrières de la mobilité. Sans eux, on n'aura pas vraiment de mobilité. Une réaction par rapport à cette idée de combiner la mobilité, en fait, je pense qu'on a une chance incroyable avec cette nouvelle programmation. On peut penser à une mobilité courte, longue, on peut penser à une mobilité hybride, donc qui combine virtuel et présentiel. Je pense qu'il faut s'élancer, il faut oser. Il faut que les centres de formation accompagnés et soutenus par nous tous collectivement, bien entendu, mais puissent se porter comme des pionniers de ces genres d'actions. Et on a beaucoup de chances. On a vraiment beaucoup de chances. La dernière chose par rapport à la mise en relation des acteurs, effectivement, la plateforme eTwinning, c'est un outil très, très intéressant. Bientôt, on lancera à la rentrée 2021 également une plateforme comme Europe Mobility qui vise vraiment à mettre en relation les acteurs de la formation professionnelle. Là, c'est européen. C'est que la formation professionnelle, alors que eTwinning, c'est beaucoup plus large, le public est beaucoup plus large. Et ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on n'est pas sur l'innovation pédagogique. Là, c'est vraiment sur une sorte des places publiques européennes où faire rencontrer les trois acteurs de la formation professionnelle en Europe, à savoir jeunes, entreprises et organismes de formation. Merci Paola. La transition est toute trouvée. Jérôme, Paola parlait tout à l'heure des pionniers de la mobilité. Vous en faites depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous pouvez expliquer aux équipes des CFA qui nous regardent comment ça se passe et surtout quelles sont les étapes? Comment vous êtes venus finalement à installer cette mobilité dans certains parcours de formation? Alors déjà, chez nous, ça fait plus de 20 ans pour le FP, pour la partie apprenti, qu'on organise, qu'on met en place des mobilités européennes. Je pense que c'est dans les gènes, c'est dans l'ADN des 7 CFA du bâtiment de Normandie qui ont fait ce choix. Notre leitmotiv, il est simple. On souhaitait offrir à des apprenants, pardonnez-moi du vocable, qui sont en bac-2, ce qui est imposé à des étudiants qui sont en bac+5. Sébastien Thierry parlait d'inclusion dans le nouveau programme 2021-2027. Moi, je retiens, même si le vocable n'est pas joli, le terme de JAMO pour les jeunes ayant le moins d'opportunités. Très souvent, encore maintenant, les apprentis souffrent peut-être d'un complexe d'infériorité dans la conscience collective, parce que lorsque l'on file vers l'apprentissage, c'est qu'on a
c'est qu'on va rater ses études. Parfois, c'est très souvent ça, malheureusement, dans la conscience collective, alors que les gens se trompent. C'est un véritable ascenseur social qui permet d'évoluer et de très bien évoluer, de faire de très très belles carrières. Donc nous, on a pris ce qu'il a, et en plus, cette volonté qui est prégnante et accrue de bâtiments CFA Normandie se traduit par la mise en place de moyens à la hauteur de nos ambitions. On a créé ce que les Anglais pourraient appeler un department international, vraiment un département international avec une équipe dédiée à la mobilité européenne des apprentis. Par an, c'est plus de 300 apprenants qui partent à l'étranger sur les 7 centres de formation. C'est que 300 pour l'instant. Et cette équipe donc, que j'ai le plaisir de gérer, de coordonner, elle est composée aussi de référents mobilité CFA donc dans chacun, et également de formateurs, d'animateurs, les gens qui composent les communautés éducatives des CFA, qui s'impliquent dans les projets. Voilà, on a vraiment mis en place toute une équipe, et en plus, on a dédié du temps, c'est-à-dire que les apprenants, dans leur maquette pédagogique, ils ont du temps alloué à la préparation, à la mobilité européenne. Ça fait partie intégrante du projet. Voilà. Pour faire simple également, la structuration, l'organisation au niveau régional, voilà, elle se découpe en 3 niveaux, avec un niveau macro, un niveau mezzo et un niveau micro. Je coordonne, je suis l'interface pour tout ce qui est du niveau européen et national. Ensuite, au niveau mezzo, je coordonne au niveau régional et toutes les équipes qui co-construisent même avec les apprenants. Et puis, il y a une composante à ne pas négliger, c'est la composante des entreprises françaises, ce qui s'implique vraiment dans l'envoi de leurs propres salariés à l'étranger pour gagner en... J'entendais Madame Sicurel qui disait c'est un challenge. Ouais, nos explorateurs, nous on y va aussi, on les envoie pour qu'ils développent leur compétitivité également au niveau professionnel. Et le dernier niveau, c'est le niveau micro qui se passe dans les CFA, où les référents, les équipes ont pas carte blanche, mais ils ont toutes les clés en main pour réaliser des mobilités réussies. Si je peux me permettre, Alice, de rebondir sur ce qui vient de dire Jérôme, je pense que ça pourrait être intéressant aussi évoquer la structuration du projet au niveau régional et national, parce que ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure au niveau de l'accréditation, Guillaume. Jérôme. Ok. Oui, le précieux sésame, c'est en passant par l'agence Erasmus France en étant accrédité. Ça, on ne peut pas passer au travers. Si on veut travailler avec l'agence Erasmus, si on veut bénéficier de crédits, de financement pour les jeunes, l'obligation, c'est d'être accrédité. Pour ça, c'est relativement simple. On soumet sa candidature sur la plateforme ORS pour Organization Registration System et de la Commission européenne. Et ensuite, on part dans le processus, on enclenche le processus. Pour Bâtiment CFA Normandie, depuis des années, on a souhaité faire partie du réseau du PIC, du pôle d'internationalisation des compétences du 3CABTP, parce qu'on veut se servir également de la force de ce réseau, de la force des échanges des réseaux. Notre réseau, il est peut-être régional au départ, mais celui qui est national nous aide à grandir encore plus et à tisser celui qui est aux frontières de l'Europe. Voilà, il y a cette première chose, être accrédité. Ensuite, lorsqu'on est accrédité, on répond à l'appel à projet du programme Erasmus pour les différentes actions clés, les fameuses KA pour Key Action. Voilà. Et on sollicite l'agence pour être également accrédité, pour le développer, les activités de mobilité à l'attention des apprenants, à l'attention des maîtres d'apprentissage également, à l'attention du personnel des CFA. Et je le dis parce qu'on a eu le plaisir d'être reçu, d'avoir l'accréditation de la charte ETCHE et désormais pour l'enseignement supérieur. Et Jérôme, peut-être un... Oui, bien sûr, allez-y Sébastien. Oui, pardon. Si je peux, effectivement, donc merci Jérôme pour ces éléments. Pour compléter l'accréditation, donc qui est, vous l'avez compris, le mode d'accès nouveau qui a été introduit par la Commission européenne en Erasmus+, encore une fois, pour élargir
l'accessibilité aux fonds européens. C'est un dispositif qui s'applique aussi bien à des consortiums importants de plusieurs dizaines d'établissements pour certains, c'est-à-dire avec des stratégies qui sont construites sur le long terme, avec des centaines ou voire des milliers à terme de mobilité qui sont impliqués. Mais c'est également valable pour le CFA qui souhaite se lancer en solo et qui souhaite réaliser quelques mobilités chaque année pour démarrer, puis pour monter progressivement en puissance. Donc c'est vraiment un dispositif qui est très adaptable, très progressif. Et à côté de ça, la Commission a aussi conçu un dispositif encore plus simple et qui est vraiment réservé aux nouveaux venus. C'est ce qu'on appelle les projets de mobilité courte. Donc ça fonctionne sur le mode d'appel à projet. On a une candidature à rédiger pour dire un peu ce que l'on souhaite faire, comment on souhaite le faire et combien de mobilité on souhaite financer. Et quand je dis que c'est vraiment réservé plutôt aux nouveaux et aux plus petits, c'est qu'on ne peut pas demander plus de 30 mobilités. Donc, de facto, on voit bien que ce n'est pas pour les consortiums qui sont larges, structurés, etc. Eux passent obligatoirement par l'accréditation. Donc ça, c'est la manière dont ce programme a été pensé pour élargir l'accès. Derrière l'élargissement d'accès aux établissements, c'est évidemment l'élargissement de l'accès aux jeunes que l'on vise. Oui, bien sûr. Merci à tous pour toutes ces informations, pour bien comprendre comment ça se passe. Je vous propose de passer sur la deuxième partie et je vais donner la parole à Nathan Lusseau. Donc, la deuxième partie, on s'est dit qu'on parlerait plutôt des axes d'amélioration parce qu'on a compris qu'il y avait tous les outils pour que la mobilité fonctionne, mais dans les faits, il y a encore quelques freins. Et notamment, vous parliez tout à l'heure, Ilana, de ce changement qu'il peut y avoir sur les jeunes qui partent. C'est un véritable bénéfice, mais pour que tous les apprentis le sachent, il faut aussi communiquer, il faut aussi aller vers eux. Et Nathan Lusseau, vous êtes représentant national auprès de ESN, Erasmus Student Network, et vous souhaitez sensibiliser les apprentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous voulez mettre en place tout ça ? Oui, merci de me donner la parole. Tout d'abord, je tiens à revenir sur cette thématique d'inclusion qui est essentielle dans ce nouveau programme Erasmus et c'est aussi une cause qu'on défend parmi beaucoup d'autres à ESN. Donc on est très très sensible aussi à cette chose-là et c'est aussi vers les apprentis qu'on veut aller parce que c'est à la fois un public qu'on ne touche pas et du coup un public qui est aussi pas forcément conscient des opportunités de mobilité qu'ils peuvent avoir. Et notre volonté, du coup, c'est effectivement les sensibiliser en insistant sur 2 points. Déjà l'information, parce que au-delà du fait qu'ils ne se sentent pas forcément légitimes à partir, il y en a qui savent tout simplement qu'ils peuvent partir. Et déjà, c'est un gros levier de leur rappeler ça, de leur dire comment ils peuvent partir, pourquoi ça peut être extrêmement bénéfique pour eux de partir, que ce soit dans les compétences professionnelles qu'ils vont acquérir, mais aussi on insiste sur les compétences personnelles, sur l'expérience personnelle et humaine que peut être une mobilité à l'étranger, tout simplement d'un point de vue rencontre de l'autre, rencontre d'une nouvelle culture. Donc ça, on insiste beaucoup là-dessus et aussi on va insister sur la légitimité, on va insister sur l'expérience des anciens mobiles qui peuvent les rassurer en leur disant qu'effectivement, s'il y a des appréhensions, s'il y a un manque de légitimité, celui-ci n'est pas anormal. Il s'est posé pour tout le monde, que ce soit des apprentis, mais n'importe quelle mobilité. Et c'est aussi important pour nous que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes aussi, parce qu'il peut y avoir aussi ce phénomène d'identification qui peut être plus efficace chez eux. Et ce qu'on essaye aussi de faire pour que ce phénomène d'identification il soit un peu plus efficace, c'est qu'on amène directement, lorsqu'on fait de la sensibilisation, donc notamment on en fait à l'université, on en fait dans des salons, mais on essaie aussi d'en faire dans des établissements comme des collèges, comme des lycées, et on aimerait bien aussi en faire de plus en plus dans des CFA. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ramener directement une personne qui est actuellement en mobilité en France pour que les étudiants ils puissent avoir directement une vision de ce qu'est une personne en mobilité, de ce qu'une personne ressent en mobilité et ce qu'elle estime pouvoir apprendre, même encore sur place en mobilité. Donc c'est des choses qu'on essaye de faire, on essaye de rassurer les jeunes là-dessus. Et aussi, on essaye d'utiliser le réseau qu'on a à notre disposition, donc notre réseau ESN qui est présent dans 42 pays
donc même au-delà des pays du programme Erasmus, on essaye de leur dire que peu importe où ils vont aller, on va avoir une association qu'on connaît aussi, qui partage les mêmes valeurs que nous et qui va pouvoir aussi les accueillir, les aider dans n'importe quelle démarche administrative, de l'aide, de l'information pour la recherche de logement, mais aussi de l'aide pour découvrir la culture du pays, découvrir les gens qui sont dans ce pays, notamment avec une dimension qui est extrêmement importante pour nous, qui est l'inclusion dans la communauté locale, c'est-à-dire qu'une personne, qu'elle ne subisse, entre guillemets, pas forcément son Erasmus, mais qu'elle puisse la vivre, qu'elle puisse agir pendant sa mobilité, qu'elle puisse ressentir ce sentiment d'engagement. On fait parfois des événements où ils vont pouvoir rencontrer la population locale, où ils vont pouvoir agir pour l'environnement pendant leur mobilité. Donc c'est des choses qui sont super importantes pour nous. Et par cette sensibilisation avec ces deux leviers, on a envie que ce programme se détache un petit peu de cet élitisme qu'il y avait au début et qu'il soit réellement inclusif et réellement pour tous. Donc c'est de ça qu'on a envie aussi. Peut-être que ça peut être l'occasion justement, Nathan, de lancer un appel au CFA qui aimerait qu'il y ait des apprentis, un peu des modèles qui viennent raconter leur expérience. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi, que les CFA viennent directement vers vous finalement. Totalement. D'ailleurs, que ce soit un échange bilatéral, pas forcément qu'on puisse aussi les solliciter pour savoir s'ils ont envie de faire ça. Et donc on a 36 associations en France actuellement, bientôt 37 peut-être dans les prochaines semaines. Et ces associations, elles seront ravies de pouvoir travailler avec des nouveaux acteurs, de pouvoir sensibiliser à ce programme, à cette expérience, parce que la plupart de nos bénévoles, c'est aussi des gens qui ont pu effectuer une mobilité, donc qui connaissent les bénéfices et qui sont ravis de pouvoir en parler. Ou alors, c'est même peut-être des gens qui n'ont pas effectué de mobilité, mais qui ont été sensibilisés à cette mobilité dans leur environnement local par la rencontre d'autres étudiants internationaux qui sont venus en France, d'autres internationaux. Donc oui, on serait absolument ravis de faire ça. Et effectivement, si l'appel doit être lancé maintenant, on peut le faire. N'hésitez pas à contacter, que ce soit au niveau national ou les 36 associations locales qui sont réparties sur le territoire français, puisqu'elles seront ravies de pouvoir faire ces interventions. Une réaction peut-être, Sébastien, Ilana, au propos de Nathan. Ilana, peut-être pour commencer. Oui, d'abord, je voulais féliciter pour son engagement Nathan, parce que je pense que c'est absolument essentiel d'avoir les anciens mobiles, comme disait Nathan, pour que la chaîne se prolonge. Et puis merci aussi à Jérôme Cotigny pour son engagement. Et j'aime bien son titre, parce que moi, quand j'entends pilote régional, j'entends quelqu'un qui permet de s'envoler. C'est-à-dire que la mobilité, c'est l'envol. Ça vous donne des ailes. Donc, c'est comme ça que j'entends en tout cas votre fonction, en plus de sa fonction technique, de faire connaître la mobilité sur toute la région et à tous les acteurs. Moi, je crois qu'en fait, on est à un moment où il faut changer les mentalités. Je crois que c'est ça qui compte et je crois qu'il y a plusieurs éléments pour changer les mentalités. D'abord, il y a un regard qui est en train de changer sur les alternants, sur les apprentis. Et de plus en plus, on comprend qu'en fait, c'est une voie d'excellence. Ce n'est pas une voie par défaut, c'est un choix. Et il faut bien avoir conscience qu'en France, les choses sont en train de changer. Vous avez bien vu qu'en fait, on est extrêmement fiers parce que, alors c'est le résultat aussi d'une politique assez volontariste qui a été portée par le président de la République lui-même, qui était même pendant la crise, d'encourager justement le recrutement d'apprentis, et c'est pendant la crise qu'on a atteint le nombre maximum d'apprentis, avec 500 000 apprentis, même plus maintenant. Donc ça, c'est une grande fierté. Il faut que vous sachiez, enfin, tous ceux qui sont engagés, alors soit comme élèves, comme apprentis, soit comme tous ceux qui les encadrent, qu'il y a un vrai changement de mentalité dans lequel on croit et qu'on veut porter. Et là aussi, l'Europe est précieuse parce que il faut être humble, l'Allemagne a une longueur d'avance sur nous. Ça fait très longtemps que les Allemands ont compris que la voie professionnelle, c'est une voie d'excellence. Et donc, nous, avec mes collègues allemands, on est main dans la main pour faire avancer ce regard, pour le transformer. Et ce regard, il doit changer. C'est le regard des familles, comme ça a été dit précédemment. C'est le regard des apprentis qui doivent s'autoriser effectivement à cette mobilité. C'est le regard des employeurs qui doivent, quelle que soit la taille des entreprises, comprendre tout ce qu'ils ont à gagner, à avoir des jeunes
qui sont en mobilité, avec éventuellement, et ça je crois que c'est vraiment l'avenir, des croisements, hein, c'est-à-dire on envoie un Français, on accueille un Allemand ou un Belge ou un Danois ou un Slovène, et aussi les CFA. C'est-à-dire que je pense, moi je travaille beaucoup sur la mobilité des professeurs en général, j'ai une mission gouvernementale sur ce sujet, mais je n'oublie pas les formateurs à l'intérieur des CFA, et je lance un appel, je crois vraiment qu'il faut qu'on travaille ensemble, parce que c'est aussi les CFA, il y a aussi des fonds Erasmus, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, je le dis juste en passant, pour qu'il y êt des jumelages entre CFA, hein, des centres d'excellence, et des jumelages entre plusieurs pays. Mais je crois que si les formateurs sont eux-mêmes mobiles, eh bien, ils seront des excellents ambassadeurs aussi de cette mobilité et des excellents vecteurs de toute cette énergie et de ce dynamisme qui, là encore, enrichit en fait les compétences professionnelles. Ensuite, deuxième je dirais, axe pour changer la donne, hein, puisqu'on a maintenant les moyens, mais tout le monde doit s'y mettre, c'est tout ce qui… Moi, j'ai une approche très pragmatique. Il faut repérer les grains de sable, toutes les difficultés. Et c'est vrai que dans les différents pays, on n'a pas les mêmes structures juridiques. Certains apprentis sont déjà sous contrat, comme c'est chez nous. Parfois, c'est un autre montage juridique. Donc, on a décidé, avec ma collègue Laurence Paringue, on a créé une alliance des parlementaires européens qui sont pour la voie professionnelle, et on est en train de travailler avec Euroap Mobilité comme partenaire pour se mettre autour d'une table et de se dire, et si on créait un statut européen de l'apprenti? C'est-à-dire qu'au moment de la mobilité, il y aurait une espèce de statut qui se déclencherait et où on aurait identifié tous les problèmes de responsabilité civile, de rémunération, toutes les choses tous les obstacles très concrets qui peuvent se poser. Et là, on a vraiment besoin de vous qui êtes voilà, soit des formateurs, soit des employeurs, pour partager avec nous et pour qu'on puisse vraiment identifier tous les éventuels freins et qu'on puisse trouver des solutions, parce que quand on est motivé, on peut trouver des solutions à tous les problèmes concrets. Et puis, dernière chose qui a été évoquée, mais je voulais juste appuyer là-dessus, c'est l'encadrement. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'Europe, et vous avez entendu parler tout à l'heure des clés, c'est un peu technique, et moi je connais des professeurs ou des enseignants ou des formateurs qui sont tout de suite un peu frileux, dès qu'on parle de toute cette bureaucratie. C'est notre travail à nous, parlementaires européens, d'essayer de faire en sorte, et je crois aussi, main dans la main avec l'agence Erasmus, de simplifier. Je crois que l'accréditation, c'est déjà un très grand pas en avant, mais ça reste quand même technique, et je crois que tous ces médiateurs qui aident à remplir, à expliquer les mécanismes sont très importants. Au niveau des municipalités, au niveau des régions, au niveau des CFA, vous savez, pour moi, c'est le dernier kilomètre qui fait que c'est possible, parce qu'il y a quelqu'un qui a compris le système et qui va simplement faire le lien et faire se rendre compte aux différents acteurs que ce n'est pas si compliqué que ça de remplir un dossier, ou en tout cas qu'on a besoin d'accompagnement. Et ça, c'est essentiel, et je pense qu'on doit tous être extrêmement attachés à cela, à ces médiateurs de l'action européenne. À charge pour nous que ce soit un peu plus simple, ça ne ferait pas de mal. Merci Ilana. Jérôme, peut-être que vous pouvez réagir aux propos, parce que justement Ilana dit qu'il faut détecter les grains de sable, mais aussi parfois les contourner. Vous, j'imagine que comme vous faites ça depuis plusieurs années, vous avez un peu contourné les obstacles. Quels conseils vous pourriez donner aux CFA qui veulent se lancer? Ah ben de foncer. Tout simplement de foncer. Alors c'est vrai que c'est un travail chronophage quand on prépare des mobilités. Il y a tout cet aspect administratif, bureaucratique, qui n'est pas drôle. Ça, mais une fois qu'on a justement les clés pour pouvoir assurer ce travail, ça le rend plus facile, plus agréable. Et puis moi, ce qui me permet d'avancer, c'est de voir le plaisir, les visages de ces jeunes quand ils reviennent ou quand ils sont sur place, parce que parfois j'accompagne pour aller gratter, moi, ça et là, d'autres partenaires. Je ne travaille pas qu'avec des établissements de formation professionnelle à l'étranger, mais aussi des entreprises. J'y vais avec mon sac à dos, je vais essayer de signer des conventions de partenariat pour élargir notre catalogue, notre panel de partenaires à l'étranger. Et voilà. On parlait tout à l'heure de vivre une expérience. Oui, vivre.
et partager une expérience extraordinaire et une expérience extra-ordinaire. Et lorsque l'on a compris tout ça, eh ben, toute cette bureaucratie, elle passe beaucoup plus facilement. Je conviens que c'est un peu plus simple, de plus en plus simple, mais il y a encore des choses où parfois j'ai l'impression que je me répète 3 fois, 4 fois. Je crois que j'ai déjà envoyé ce document-là, je crois que j'ai déjà fait cette inscription-là, et puis c'est pas le cas parce que c'était une autre demande. Donc voilà, c'est sûr on peut encore faire nettement mieux dans la simplification, mais surtout, pour ceux qui ne font pas de mobilité, il faut foncer, il faut leur permettre à tous ces explorateurs en herbe de y aller. Le Normand le plus célèbre actuellement, c'est Thomas Pesquet. Alors lui, il est parti encore plus loin. Je doute qu'il bénéficie de fonds Erasmus, mais voilà, il faut les initier au voyage, à la découverte, à l'autre, à l'étranger. Et je pense que nous qui rayonnons de Coutances, Alençon, Caen, Rouen, Évreux, Le Havre, Dieppe, etc., et ben que ce soit en Normandie ou ailleurs, tous les jeunes ont besoin d'aller voir ailleurs un peu comment ça se passe. Et juste faire un petit rappel, la réciprocité, oui, je suis d'accord, pourquoi pas signer un accord de Bologne 2 pour les établissements de formation professionnelle. Les seules réciprocités que j'ai réussi à construire sont avec l'Allemagne et avec la Belgique. Certains pays européens, certaines structures sont encore frileuses, et moi, c'est avec plaisir qu'on reçoit dans nos structures, qu'on reçoit dans nos entreprises partenaires des jeunes étrangers, et ça fait aussi partie de la communication. Eux viennent chez nous, pourquoi nous, on n'irait pas aussi voir ailleurs comment ça se passe? En tout cas, foncez, allez-y. Merci Jérôme. Sébastien, peut-être une réaction aux propos? Non, je peux confirmer que Thomas Pesquet n'a pas bénéficié de financement Erasmus, parce que l'ouverture internationale n'a pas rendu éligible l'espace comme ça viendra. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être un jour, oui, mars, vu qu'on est en train de prospecter. Non, moi, je voulais réagir sur trois choses. La mobilité des apprentis est clairement une façon de valoriser les formations en apprentissage. Alors même si on voit que ça n'est pas la seule voie, et heureusement, hein, parce que les réformes de 2018, à l'évidence, ont quand même contribué à renforcer l'attractivité de ces filières, mais c'est clairement une façon quand même d'y contribuer. Et les résultats, finalement, en tout cas dans Erasmus, ils sont quand même là parce qu'il y a un chiffre finalement qu'on devrait citer davantage. On finance dans Erasmus+, bien plus d'alternants et de jeunes de la voie professionnelle que de jeunes de la voie générale. Hein, on en finance presque 20 000 pour la voie professionnelle, on est plutôt à 7-8 000 pour la voie générale actuellement. Donc c'est vraiment, on va dire, une mobilité qui s'est très largement développée dans ce programme. Là, je parle des niveaux secondaires, puisque l'enseignement supérieur est un volet du programme qui est un petit peu à part et où on trouve à la fois des filières plutôt de type académique et des filières plutôt de type professionnel. Mais en tout cas, pour le niveau secondaire, c'est vraiment extrêmement développé. Deuxième remarque, et je pense que c'était vraiment pour appuyer le propos de Nathan, ce qu'on relève, nous, dans tous les témoignages qui nous remontent, c'est que la meilleure façon de convaincre un jeune, c'est qu'il y a un autre jeune, un père, qui lui raconte son expérience. Donc le rôle des associations comme ESN et des alumni, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire ceux qui sont déjà partis et qui vont témoigner et qui vont encourager et qui vont donner les petits trucs et qui vont permettre de se débrouiller ou qui vont tout de suite faire tomber les appréhensions, vous savez, ces obstacles qui paraissent énormes avant que finalement quelqu'un vous dise « mais non, c'est très simple, t'en fais pas, tu maîtrises pas la langue, mais tu vas trouver un autre moyen de communiquer avec les gestes, etc. » Et tout ça, finalement, dès lors qu'il y a quelqu'un qui vous ressemble et qui vous dit « mais c'est tout à fait possible, je l'ai fait », c'est vraiment la meilleure façon de dépasser un peu ces freins de type psychosociaux qu'on a pu identifier comme étant des vrais freins hein, pour beaucoup des jeunes par rapport à la mobilité. Et puis troisième remarque, là aussi pour rebondir sur un des aspects des propos de Nathan, qui indiquait que ESN aussi travaillait à ce que les jeunes sur place puissent s'investir dans différentes missions, activités, et notamment par rapport à tout ce qui est développement durable.
c'est l'occasion de souligner que c'est, à côté de l'inclusion, une des grandes priorités de ce programme Erasmus+, pour 2021-2027, mais j'imagine pour les années à venir, puisque c'est un des grands défis de l'humanité désormais, c'est de réussir à faire cette transition pour une neutralité carbone, pour un respect de la biodiversité. Et à ce titre-là, donc Erasmus+ est un programme qui s'engage pleinement dans la transition écologique, à travers, là encore, un encouragement à utiliser des transports plus durables lorsque c'est possible. C'est pas toujours possible, hein. Nos collègues des Outre-mer, évidemment, n'ont pas d'autre solution que de prendre l'avion, mais dans certains cas, on peut préférer le train. Et là, il y a des incitatifs financiers, il y a des aménagements qui permettent, par exemple, de donner des journées supplémentaires pour rejoindre son lieu de destination par rapport à l'avion. Ça a été pensé dans le programme. Il y a un autre aspect qui est peut-être encore plus important et sur lequel vraiment on appelle ou on encourage des porteurs de projets à être inventifs, créatifs et à aller de l'avant, c'est que c'est un programme d'éducation et donc qui peut contribuer à l'éducation au développement durable. Et donc utiliser par exemple les préparations à la mobilité pour introduire cette dimension d'éducation durable de manière plus forte, par exemple en travaillant sur, je sais pas moi, les pratiques en termes de tri des déchets ou en termes de déplacement dans le pays de destination, etc. Et c'est inciter aussi à accompagner le changement des comportements et le changement des consciences, puisque c'est là que ça se joue sur la transition écologique. Donc, utiliser Erasmus+ pour ça, c'est aussi un vecteur et c'est comme ça qu'on souhaite qu'il en soit. Merci Sébastien Thierry. Paola, le temps passe. Est-ce que peut-être vous pouvez conclure ce débat et nous présenter un peu les projets sur lesquels EAM travaille, parce qu'on a relevé des grains de sable, comme dit Ilana. Sur quel type de grains de sable EAM travaille en ce moment? Alors, c'est une tâche pas simple, conclure les échanges, parce qu'ils étaient très, très riches. J'ai l'impression qu'autour de cette table ronde virtuelle, on est quand même tous sur la même longueur d'onde, avec cette envie forte de développer davantage l'Erasmus+, entre autres des apprentis. Et ça, c'est clair. Et par rapport au grain des sables, j'aime beaucoup cette définition. Ilana Sicurel, je vais l'utiliser par le futur aussi. Effectivement, il y en a, il ne faut pas se voiler les yeux. Un point important qu'a évoqué Jérôme, c'est celui d'une simplification administrative vers laquelle on devrait tendre, pas vraiment au niveau de la programmation, parce qu'effectivement, la programmation en elle-même, elle a été pas mal simplifiée grâce justement à l'accréditation, par exemple. Mais voilà, tout ce qui relève de la législation plutôt nationale, le statut du jeune, un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, un stage comme stagiaire de la formation professionnelle, un cas de post-apprentissage. Voilà, c'est clair que ce n'est pas toujours simple. Il y a les outils et les ressources pour avoir les informations. Je pense au réseau des développeurs qui est poussé par l'agence Erasmus+. Je pense à Euroguidance. Je pense aussi à Europe Mobility qui est là pour vous accompagner à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'il y a une simplification réglementaire et peut-être aussi juridique, ce sera bien souhaitable. Et un autre grain des sables, c'est sans doute qu'on doit encore travailler pour rendre cette reconnaissance des acquis d'apprentissage plus facile. Elle est déjà possible, il existe des dispositifs qui sont là, mais il faut qu'on arrive à fluidifier un peu les processus. Parce que ça, c'est vraiment un enjeu pour Europe Mobility très important et je pense partagé par les parties prenantes. Donc, ça, ce sont un peu les points sur lesquels on travaille. Et effectivement, Jérôme, tu disais tout à l'heure, la réciprocité. Il faut travailler plus sur la réciprocité. On espère que la plateforme qu'on va développer aidera cette réciprocité. En tout cas, je pense qu'il faudrait être davantage sur un discours vraiment d'échange bilatéral, sans doute. En tout cas, comptez sur nous pour travailler avec vous toutes et tous pour mener à bien cette belle expérience qu'est la mobilité européenne des apprentis. Merci à tous. Merci pour vos éclairages. Merci d'être rendus disponibles pour
pour cette heure d'échange autour de l'Erasmus des apprentis. Et vous le disiez tout à l'heure aussi, Sébastien Thierry, des apprentis et des apprenants. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser le terme d'apprenti parce que c'est le terme qui parle à tout le monde, mais c'est véritables apprenants, les apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Le prochain webinaire d'EAM aura lieu le 23 juin. Pour être informé, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi nous contacter. Paula, je disais tout à l'heure, on est aussi là pour vous accompagner. On souhaite vraiment vous aider à mettre en place ces mobilités au sein de vos CFA, donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.